Bonjour, petite capsule concernant la méthode scientifique et René Descartes. Pourquoi les humains cherchent-ils toujours à en savoir plus? Ça m'a taraudé un petit bout dans ma vie. Quand j'ai fait de la danse, je suis tombé sur les travaux de François Delsarte. François Delsarte, c'est un Français qui a vécu au 19e siècle, 1811-1871. C'était une personne qui voulait se vouer au chant classique, mais à cause de mauvais enseignements, sa voix a été brisée. Alors, il a passé le reste de sa vie à observer les gens dans des situations émotives données. Son but, c'était de devenir professeur d'interprétation, ce qu'il est devenu d'ailleurs. Donc, il se rendait sur des lieux où on pouvait observer des gens qui étaient dans des situations de stress émotif. Par exemple, il s'est rendu sur le lieu d'affaissement de mine pour observer comment les proches des victimes réagissaient. Et puis, il a observé, il a colligé les réactions corporelles de ces gens-là. Il en est venu, au fil de sa vie, à établir les lois de l'expression corporelle des sentiments. Ça a été très utile à l'humanité. Une personne comme Isadora Duncan avait été instruite de son enseignement à lui. Et puis, en 1903, a commencé à pratiquer la danse. Et puis, sa forme de danse à elle a vraiment changé, révolutionné complètement la danse académique occidentale. Ce monsieur Delsarte-là avait trouvé, entre autres, dans ses observations, que tout ce qui vit est propulsé vers l'avant, vers le haut. Une fleur naît, croît et meurt. Ainsi en est-il des êtres humains, comme étant êtres vivants eux-mêmes, ils sont propulsés vers l'avant et vers le haut. C'est la raison pour laquelle ils cherchent à toujours comprendre. C'est quelque chose d'inné dans ce qui vit. Mais comment peut-on arriver à la vérité dans ces cas-là? Alors, on a une histoire à ce niveau-là, au niveau occidental. Avant Descartes, la connaissance était soit pragmatique, soit reliée à des savoirs ou des traditions ancestrales, soit fonction de croyances religieuses ou païennes. Pragmatique, donnons un exemple, les charrons, ceux qui construisaient les roues de charrette. Ces gens-là, par expérience, s'étaient rendus compte que chaque essence de bois avait des particularités physiques. Notamment, ils utilisaient une essence de bois spécifique pour faire le moyeu, l'endroit où se branchent l'essieu. Ils utilisaient une autre essence de bois pour faire les rayons et une troisième essence de bois pour faire la circonférence de la roue en tant que telle. Alors, ça, c'est un bel exemple de connaissance qui était donnée par l'expérience, pragmatique. La connaissance pouvait être aussi reliée à des savoirs ou des traditions ancestrales dans divers domaines de la vie, par exemple en santé. Je vous conte une anecdote. Quand j'étais jeune, enfant, je vivais des crises d'amygdalite à répétition. À tous les printemps, je faisais ma crise. Donc, mes amygdales enflaient, devenaient rouges, exsudaient pu. Bon, c'était excessivement douloureux. Devant ça, mon père, qui était né sur la ferme, à la campagne, a dit à ma mère, on va l'emmener à la campagne, on va lui frotter la gorge sur une auge à cochon, et puis ça va régler le problème. Alors ça, c'est un bel exemple de connaissances reliées à des traditions ancestrales. Je vous rassure, on n'est jamais allé à la campagne frotter ma gorge sur une auge à cochon. Je me suis fait opérer pour les amygdales, je me suis fait enlever les amygdales à 21 ans et je vous assure que les séquelles de l'opération étaient beaucoup moins douloureuses que les crises que j'avais vécues étant enfant. Un autre exemple de connaissances reliées à des savoirs ancestraux, c'est les alchimistes, dont la connaissance provient de la vieille école du savoir en Égypte, l'école des mystères. La connaissance pouvait être aussi fonction de croyances religieuses ou païennes. Par exemple, au Moyen Âge, étant donné, pour l'Église catholique, étant donné que l'homme avait été fait à l'image de Dieu, l'habitat de cet homme-là ne pouvait être
à un autre endroit qu'au centre de l'univers. Alors, c'est ce qui a fait qu'ils ont décrété que la Terre était le centre de l'univers et le Soleil tournait autour. À la même époque, au Moyen Âge, chez les aristocrates qui avaient une vision verticale du monde, par exemple en alimentation, les aliments qui étaient proches de la terre servaient à nourrir le peuple, les serfs, alors que les aliments proches du ciel servaient à nourrir la noblesse. Les aliments près de la terre, on parle des vaches, des cochons, des moutons, des chèvres pour les animaux, les mammifères, les oies, les canards parce qu'ils ne volaient pas haut et parce que ces animaux-là étaient domestiqués, servaient à nourrir le peuple, les serfs. Les légumes, ces gens-là devaient se contenter des légumes racines, comme par exemple les navets, les carottes. Pour eux, pour les nobles, ils ne se nourrissaient que des aliments qui étaient proches du ciel. Donc, s'ils mangeaient des oiseaux, c'était les oiseaux qui volaient le plus haut dans le ciel possible, comme les hérons, comme les cygnes, comme les paons. Ils se nourrissaient aussi de gibier, parce que le gibier était libre, lui, ce n'était pas un animal domestiqué. S'ils mangeaient des fruits, il fallait que ce soit des fruits d'arbres. Donc, ils mangeaient des poires, des pommes, alors que le peuple devait se satisfaire des fraises, des framboises. Ça, c'est un autre exemple de connaissance en fonction de croyances païennes. Alors, Descartes est arrivé, lui, puis il voulait rendre l'humain tributaire de la raison pure. Il voulait que les humains s'affranchissent de la nature, que leur perception ne soit plus voilée, soit par leurs émotions, par leur foi, leur tradition. Il a amené aussi le fait qu'il fallait appréhender un phénomène sans a priori, c'est-à-dire sans idées préconçues, avoir des yeux neufs face à un problème, face à une situation. Il disait aussi que les phénomènes devaient se reproduire constamment dans les mêmes conditions pour arriver à des lois. Cependant, dans la méthode que lui a instaurée, il y a 3 gros hic. Le premier hic, c'est de déconnecter les chercheurs de la source. La source, appelez ça Dieu, appelez ça le pouvoir, le champ unifié de conscience. Anyway. Parce que la source, l'humain est relié à cette source-là par la partie divine en lui, ce que les catholiques appellent l'âme. L'âme qui se manifeste par les émotions. La partie divine aussi qui se manifeste par l'intuition. J'ai l'impression que mon petit doigt m'a dit que, il n'y a rien de rationnel là-dedans, c'est une perception qu'on a innée, si vous voulez. Bon. La source se manifeste aussi au niveau de la synchronicité. Jung établit le concept. Il s'était rendu compte qu'une personne, au fur et à mesure qu'elle réglait ses complexes psychologiques, changeait toute sa réalité. Alors, à toutes les fois qu'il réglait un complexe, ses expériences devenaient nouvelles, les personnes qu'il rencontrait devenaient nouvelles. C'était une manifestation de sa croissance à cet individu-là. Chez les chamans, la source, le pouvoir se manifeste par différents signes de la vie courante. Par exemple, Carlos Castaneda, parce que je le connais bien, qui a été instruit à la sorcellerie par Don Juan. Don Juan, après une leçon, s'il passait, par exemple, un corbeau dans le ciel et qui coassait, il disait à Carlos, tu vois, même les corbeaux sont d'accord avec moi. Parlant des chamans et des alchimistes, laissez-moi vous lire ce petit extrait. Les sorciers, chamans, guérisseurs, alchimistes n'ont jamais été soumis à cette méthode scientifique. Leur savoir n'en est pas moins empirique, pragmatique. Leur intellect sert à conceptualiser leurs expériences, les rendre intelligibles pour le Kidam. Pour atteindre la vérité, ils n'hésitent pas à donner une crédibilité à des arguments complètement loufoques. Ils peuvent également inclure des rêves dans leur compréhension de l'univers. Certains vont même jusqu'à utiliser différentes drogues qui leur permettent d'accéder à une réalité non ordinaire, des mondes
dans lesquels ils tirent des informations nécessaires à leur pratique et par lesquelles ils ont fait d'innombrables découvertes dans ce monde-ci. Or, ces mondes se trouvent complètement inaccessibles au lambda et la connaissance qui en découle également. Dans cette optique, la méthode scientifique telle que pratiquée par les chercheurs académiques fait montre de beaucoup de limites. Le deuxième hic à la méthode scientifique telle qu'établie par René Descartes, c'est une banale expérience de physique quantique qui nous le donne. En fait, en physique quantique, on s'est aperçu que la lumière pouvait soit apparaître sous forme corpusculaire ou soit sous forme ondulatoire. Corpusculaire, c'était sous forme de photons, donc la lumière était matérielle. Sous forme ondulatoire, c'était des ondes, donc la lumière immatérielle est sous forme uniquement d'énergie. Et puis ce qui fait que la lumière se manifeste d'une façon ou d'une autre, c'est l'expérimentateur. En fait, en physique quantique, on s'est rendu compte de ce dont les alchimistes savent depuis fort longtemps, c'est que l'expérimentateur joue un rôle, a une fonction à jouer dans le résultat de l'expérience qu'il fait. Et ça, Descartes n'en parle pas du tout. Le troisième hic de la méthode scientifique de Descartes, c'est observer un phénomène sans a priori. Non pas que c'est faux, au contraire, c'est très vrai, mais qui est très difficile d'appliquer constamment pour tout le monde ce principe-là. Je vous donne un exemple. Dernièrement, j'ai posté sur ma page Facebook une publication sur l'argent-dette. Vous savez que notre système monétaire ne repose sur rien. En fait, ce ne sont que des chiffres sur un écran d'ordinateur. Vous allez à la banque, vous allez emprunter 100 000 $ pour acheter une maison. Le banquier va faire clic-clic-clic et vous avez 100 000 $ de dette à votre compte. La banque a émise aucun argent, elle n'a créé aucun argent, c'est vraiment des chiffres. Bon. Alors, je poste cette publication-là sur mon fil de page Facebook. Et puis, il y a 4 réactions, 4 personnes qui réagissent, dont 3 que je connais. Je sais que ces personnes-là ne sont pas des imbéciles, que ces personnes-là possèdent quand même un bon bagage, une culture générale intéressante. Puis la 4e personne, je ne la connais pas. Et ça se trouve être un professeur d'université, à l'université dans la région ici. Alors, je mets la publication. Les 3 personnes sont d'accord avec ça, les personnes que je connais. La 4e personne, d'entrée de jeu, amorce la discussion en disant que ce que je publie, c'était n'importe quoi. Alors, belle façon d'entamer une conversation, une relation avec quelqu'un. Ce que tu dis, c'est des stupidités. Alors, ça argumente. Et puis, lui, suite à nos argumentations, il répond « Mais vous en avez du culot! » Là, il commence à dire que lui était prof d'université. Il commence à débiter tous les diplômes qu'il possédait. Autrement dit, cette personne-là nous disait carrément « Écoutez, je suis PhD et prof d'université, je suis le seul à pouvoir argumenter sur une question concernant l'argent. Je suis la seule personne à avoir le monopole de la connaissance. Hors de moi, point de salut. » Exactement ce que des inquisiteurs auraient pu dire à une certaine époque. Alors, cette personne-là jugeait nos arguments avec un a priori. Je suis prof d'université, je ne peux me tromper. En fait, il était infaillible comme le pape à cause de son diplôme universitaire. Bon. Lui, son argument, c'était « Non, 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 c'est la Banque du Canada qui émet l'argent. L'argent dans les banques, c'est l'argent que les épargnants mettent et on prend cet argent-là. » Écoutez, là, ça n'a plus de sens, ces affaires-là. Okay? Juste les États-Unis se créent 600 milliards de dettes par année minimum. Alors, il n'y a pas autant d'argent dans les banques, il n'y a pas autant d'or pour backer, si vous voulez, la valeur de cet argent-là. Et ceci dit, 2 semaines après, j'ai republié, j'ai reposté une publication d'un PhD en économie qui disait effectivement que l'argent n'existait pas, c'était l'argent de temps. Tout ça pour dire que mon monsieur avait vraiment un a priori
quand il s'agissait de recevoir nos arguments. OK? Bon. Sa réaction, c'est pas surprenant parce que c'est une réaction quasiment normale chez la grande majorité de la population. On réagit toujours avec ce qu'on possède. C'est difficile à chaque moment d'avoir un esprit neuf, d'avoir des yeux neufs sur un phénomène, de recevoir un argument d'une autre personne sans déjà avoir jugé les arguments de cette personne. Alors, dans ces conditions-là, on s'aperçoit que la méthode scientifique telle que décrite par Descartes comporte d'immenses failles, à ce point qu'elle n'est plus du tout apte à rendre compte de la réalité. Comment faire alors la part des choses? Comment savoir? Comment accéder à la vérité? Alors moi, je propose d'avoir l'attitude du chercheur. C'est quoi? C'est l'attitude du chercheur, c'est d'abord nettoyer son propre terrain, devenir soi-même un sans a priori. Donc, il faut éliminer ses bébites, c'est complexe, psychologique entre autres. Éliminer sa prétention, sa jalousie, son envie, son statut social, son ego. Parce que, en fait, mon prof d'université, ce qu'il y avait, c'était un ego démesuré, hein, qui lui empêchait de voir la réalité, de voir correctement, sans filtre, la réalité. Pour devenir nous-mêmes un sans a priori, il faut acquérir des qualités d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, notamment par l'humilité et surtout par l'écoute. Vous savez, on se pète les bretelles en Occident avec la méthode scientifique de Descartes, mais ce n'est pas du tout le cas chez d'autres civilisations qui sont beaucoup plus anciennes que la nôtre, notamment les Chinois et les Indiens. Par exemple, chez les Chinois, chez les Indiens, la connaissance est reliée à la conscience. Elle n'est pas liée à l'intellect. La conscience est liée à des expériences. Elle n'est pas fonction de concepts de l'esprit. La conscience amène vers la connaissance, vers la vérité. En d'autres termes, la vérité se vit. Et ça, cette phrase-là, je l'ai lue chez beaucoup d'auteurs, notamment chez Hermann Hesse et chez Carlos Castaneda. Comment faire la part des choses? À quoi se fier? Je vous dirai, la première chose à laquelle se fier, c'est son gros bon sens. Montesquieu, un intellectuel français, a dit au 19e siècle « J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. » Ça, on pourrait appliquer ça directement à mon PhD d'université. Alors, il faut se fier à son intuition. J'ai l'impression que mon petit doigt me dit... Un ami me disait, après avoir lu mon livre, qui était 100% d'accord avec moi sur la construction des pyramides, puis il amenait comme argument qu'on veut nous laisser croire qu'on était capable, à cette époque-là, de transporter un bloc gros comme ma maison sur un bateau de papyrus. Alors, on prend le bloc gros comme une maison, on réussit à le mettre sur le bateau, on fait 90 km avec, on ressort le bloc est gros comme une maison du bateau, puis on le monte au 47e étage, parce que vous savez, la grande pyramide de Khéops, c'est 47 étages. Ça n'a pas de bon sens. Okay? Ça n'a strictement pas de... On dit au Québec, ça n'a pas d'allure. Okay? Ça n'a pas de gros bon sens, si vous voulez. Alors, je vous invite à vous fier sur votre intuition. Donc, si vous avez aimé cette capsule, ce type d'argumentation-là, je vous invite, parce que c'est tiré de mon livre, je vous invite à vous procurer mon livre, si ça vous intéresse, pour en savoir plus. Si vous êtes du Québec, c'est facile, vous allez dans n'importe quelle librairie, vous avez besoin de 4 informations. Mon nom, Guy Boissé, le titre de l'ouvrage « Petit guide pour aborder l'avenir », la maison d'édition Essor Livre Éditeur, l'année de publication 2017. Si vous êtes de l'extérieur du pays, vous allez sur ma page Facebook Guy Boissé, écrivain, onglet boutique, vous tombez directement sur les éditions de l'apothéose.com. Je vous explique. Mon éditeur a 3 maisons d'édition, une maison de distribution,
Pour faciliter la tâche, pour réduire les difficultés, il a tout regroupé ça sur la toile à les éditions de l'apothéose.com. Vous payez PayPal, vous recevez ça chez vous par la poste. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire ce matin sur la méthode scientifique et René Descartes. D'ailleurs, la question à se poser, ce serait que pourquoi a-t-on adopté la méthode scientifique alors qu'il y avait des traditions, les alchimistes fonctionnaient différemment? Qui a pris le pouvoir pour nous imposer la méthode scientifique de Descartes? Voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Pour moi, ça a été un plaisir de vous parler. À la prochaine. Bye.